Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Maire de Béziers, on va commencer avec le Covid, qui aujourd'hui inquiète tout le monde. L'épidémie progresse. Si l'épidémie progresse encore, faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire ? Ah mais moi je suis pour la vaccination obligatoire, depuis tout le temps. Vous savez, le pass sanitaire, au fond, oui, c'est une façon d'inciter les gens à se vacciner, mais on n'ose pas franchir le pas suivant, qui est la vaccination. Bien sûr qu'il faut vacciner. Regardez, un certain nombre de vieilles personnes qu'on n'arrive pas à vacciner. Il reste un certain nombre de pourcentages de gens qu'on n'arrive pas. Or, il faut qu'ils se vaccinent. Il n'y a que ça. Attendez, moi, ça me choque pas du tout. Et qu'on me casse pas les pieds avec les libertés et tout. Quand je mets mes gosses à l'école, il y a un certain nombre de vaccins obligatoires. Enfin, vous le savez. Quel est le problème ? On recule encore une fois. Alors mais pourquoi est-ce qu'on a peur de rendre la vaccination obligatoire ? Parce qu'il y a ce débat sur les libertés, honnêtement, je ne comprends même pas son objet. Moi, le pass sanitaire, je ne l'ai pas vécu comme une atteinte à mes libertés. Je le vois comme un moyen d'exercer le fait de pouvoir aller dans un certain nombre d'endroits, justement d'être libre. Je ne comprends pas ce débat. Oui, mais par exemple, Philippe de Villiers, l'un de vos amis, affirme que le vaccin, c'est le traçage numérique et le contrôle total de la population. Non, attendez, il déraille, là, il est complotiste ou pas ? J'aime bien Philippe, quand on parle du Puy du Fou, là, il dit que des idioties. Enfin, ça ne tient pas la route 5 minutes. Et puis, vous savez, il y a un certain nombre de gens, alors ça ne s'applique pas à Philippe de Villiers, mais à d'autres de cette mouvance-là, qui est la mienne en plus, de ça, qui pensent qu'ils vont grappiller 3 voix en espérant profiter, vous savez, du réflexe, complotiste, anti-vaccin, qui existe en France, enfin, qui est de moins en moins imprégnant, parce que moi, je vois, ils sont 40 à manifester chez moi quand ils étaient 400 toutes les semaines. Oui, il y a aussi une autre solution, c'est confiner les non-vaccinés. Moi, je ne suis pas forcément contre. Vous n'êtes pas forcément contre. Bien sûr que non. On confine les non-vaccinés. Et alors ? Ce qui les pousse d'ailleurs peut-être à la vaccination. Mais c'est juste ça. Mais l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de se dire, il faut que les gens se vaccinent. Il faut qu'ils se vaccinent. Le pass sanitaire, c'était un moyen de pression, et moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand le chef de l'État a dit qu'il y était favorable, qu'il l'a proposé, j'ai applaudi de deux mains. Oui. Et pareil, s'il faut prendre des mesures de ce type-là pour faire en sorte que les Français se vaccinent, si on n'est pas vacciné, on n'en sortira pas. C'est aussi bête que ça. Et rendre le télétravail obligatoire ? Je ne sais pas, vous savez, le télétravail, ça me semble... Absolument pas une réponse. Vous croyez que je vais dire aux gens qui ramassent les poubelles à Béziers qu'ils vont faire du télétravail, ou les gens qui sont dans les écoles, les ATSEM, qui accompagnent les maîtres et les maîtresses, elles vont faire du télétravail. Le télétravail, c'est pour la partie aisée de la population, celle qui vit où les gens et les employés de bureau. Il y a tout un tas de métiers, c'est impossible. Les balayeurs à Béziers ne vont pas faire du télétravail. Ils balayent et ils ont balayé tout le temps, même quand tout le monde était confiné à la maison. Robert Ménard, la dynamique Zemmour ralentit. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi ? Parce que je crois que ça finit par faire peur, les propos qu'Éric tient. Parce qu'il est mono-sujet, un peu monomaniaque ? Parce qu'on ne peut pas parler de l'immigration, que de l'immigration, toujours de l'immigration. C'est une question centrale, mais ce n'est pas la seule question. Et puis parce qu'il faut être attentif aux gens. Il faut être... Il dit, je ne veux pas faire de la sensiblerie une politique. Il a raison. Mais est-ce que c'est une raison d'être insensible aux gens ? Moi, quand j'entends un certain nombre de ces propos, je me dis, mais enfin, attends, les gens, ils sont pas tous des héros. C'est pas tout le monde. On n'est pas tous de Gaulle en juin 40. Les Français, ils sont compliqués, peut-être pas comme ils le rêvent. Mais tu peux pas aimer que la France. La France, c'est les Français. Et ça, il l'entend pas. Éric Zemmour n'est pas à la hauteur de l'événement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marie Le Pen. J'ai vu. Vous l'avez vu ? Ouais. Qui a donc choisi sa fille ? Écoutez, il choisit sa fille. Mais il y a quelques semaines, il choisissait Zemmour, là, quand même. Oui. Donc il est flou. Non, mais peut-être. Quoi ? Non, je crois qu'il a dû faire politique. Est-ce qu'Éric Zemmour est à la hauteur de l'événement ? Dire devant le Bataclan, François Hollande savait que les terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et qu'il n'a pas arrêté le flot des migrants, est-ce à la hauteur d'un candidat à la présidentielle ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Oui. Tu peux pas dire au moment d'un procès, il y a le procès du Bataclan, le lieu qui incarne la souffrance de ces gens-là, avoir des mots de politique
politicienne. Les polémiques, et Dieu sait que moi je suis pas avare de polémiques, mais il faut voir où on les fait. Je pense que le problème d'Éric, c'est qu'il confond la table où nous sommes tous les deux, où je peux dire un certain nombre de choses, mais après il faut être capable de redire les mêmes choses, ou ne pas les dire dans des lieux où les assumer. Les assumer. Et tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas dire. Il y a des choses que tu peux dire ici que tu peux pas dire ailleurs. Peut-être qu'il lui manque l'expérience de la vie, quoi. Voilà ce qui lui manque. Bien. Vous avez choisi entre les deux ou pas? Moi, j'ai dit depuis des mois et tout que je donnerais ma signature à Marine, mais si demain, c'était Éric Zemmour qui était en position de l'emporter, je proposerais à Marine, je le lui ai dit, de se retirer. Mais aujourd'hui, vous êtes derrière Marine Le Pen. Attendez, aujourd'hui, Marine, elle s'en sort pas si mal que ça. Moi, je la vois, je trouve qu'elle a l'attitude, les mots qu'elle n'a jamais eus. Elle montre un visage d'elle qu'elle n'a jamais montré. Alors peut-être, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes en position difficile, vous êtes capable de montrer d'avoir des fissures qui vous rendent, au fond, attachantes. Je la trouve plus attachante qu'elle n'a jamais été. Bien. Vous avez aidé, et vous aidez Éric Zemmour à trouver des signatures d'élus? Non, donc je n'aide personne à trouver les signatures d'élus. Non. Aujourd'hui, je veux garder à ma main, et je pense que c'est pour tous les gens de cette droite-là, il faut faire la même chose. Il faudra, à un moment donné, les contraindre à s'entendre. L'union des droites dont il parle à longueur de temps, il faudra qu'il s'y plie. On dirait la gauche, dites-moi. Comment on dirait la gauche. Ils sont aussi stupides que la gauche en 2002. À force d'être éparpillés, ils vont être privés d'un deuxième tour. Et ils vont être contents du voyage. Ils sont aussi stupides que la gauche. À propos du deuxième tour, vous regardez les débats entre les candidats de la primaire LR. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je trouve qu'il n'y en a aucun qui se détache. Je trouve, évidemment, moi je suis le plus proche, c'est Ciotti, parce que je partage 99% de ses idées. J'ai été, comment il s'appelle notre professeur de médecine ? Philippe Juvin. Je lui ai trouvé de temps en temps de vrais accents, de vraie sincérité. J'ai le sentiment que M. Barnier, je sais pas, il me donne le sentiment de... Je fais attention à ce que je dis pour pas blesser les gens. J'aime pas qu'on me blesse. Alors je le trouve un peu... pas dépassé, mais un peu hors course de temps en temps, comme s'il n'était pas tout à fait présent. Voilà, et ensuite le reste, Pécresse et Xavier Bertrand. Aujourd'hui, honnêtement, Pécresse et Xavier Bertrand, je signe leurs interviews. Sans hésiter. Tout ce qu'ils disent, moi je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, quasiment tout. Sur l'immigration, attendez, je veux dire... je vais y revenir sur l'immigration, parce que... attendez, le problème, c'est est-ce qu'ils le feront ? Ils ont tous les deux été ministres. Quand même, j'ai un peu de mémoire, j'ai pas 20 ans. Et c'est la seule chose que je me dis, mais s'ils faisaient ce qu'ils disent qu'ils vont faire, mais bravo. Emmanuel Macron est courageux et pas sectaire. C'est ce que vous avez dit mardi. Alors ça a fait beaucoup de bruit après l'avoir accueilli à Béziers. Il est européen, il est libéral comme vous. Oui. Finalement, vous avez beaucoup de points communs. Attendez, pardon. Robert Ménard. Il est chef de l'État. Oui. Moi, j'apprends à mes enfants à respecter les personnes plus âgées qu'eux, les personnes qui ont de l'autorité, les personnes qui représentent un certain nombre de choses. Et je ne vais pas respecter le chef de l'État qui me fait l'honneur de venir dans ma ville. C'est le premier chef de l'État de la Ve République qui vient à Béziers. Jusqu'ici, même les ministres hésitent à venir à Béziers. Et je ne vais pas lui serrer la main chaleureusement et je ne vais pas le remercier. Mais il rend un grand service à ma ville. Il arrive avec 200 millions d'euros pour une entreprise à Béziers qui va être l'avenir de ma ville. Je le lui ai dit. Je me souviens, j'ai encore en mémoire parce que ça m'avait terriblement blessé. Quand il vous rappelez, c'était après les Gilets jaunes, il avait invité tous les maires d'Occitanie. Oui. Il y a un maire qu'il n'avait pas invité, c'était moi. Et là, il vient chez moi. Vous lui avez dit ? Bien sûr que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je vous le dirai pas parce que c'était une discussion privée, mais il a eu les mots justes. Moi, attendez, je suis pas un sectaire. Je vais pas être... Mais vous êtes Judas. Vous êtes Judas. Enfin, vous savez qui a dit ça ? Ouais, Collard, mais comment on peut dire de bêtises ? Quoi ? On va se comporter
on va se comporter comme certains se comportent à notre égard. Écoutez, moi, le nombre de gens de l'extrême gauche qui ont refusé de me serrer la main parce que j'étais soi-disant d'extrême droite, et je ne vais pas serrer la main à quelqu'un qui me tend la main, je ne vais pas l'accueillir. Mais bien sûr, je l'accueille. Et s'il revient demain, je l'accueillerai et j'applaudis à ce qu'il a dit. Et pardon de vous dire, j'ai reçu Zemmour, les mêmes quand il y a 3 semaines, je recevais Zemmour, il me faisait pas des reproches. Alors, il faut recevoir Zemmour quand t'es maire comme moi et pas le chef de l'État. Mais ils sont tombés sur la tête. Janviat. Parlons de Janviat un peu. Janviat, c'est formidable. Hein. C'est l'hydrogène vert, c'est la production pilote d'électrolyseurs haute température pour produire de l'hydrogène. C'est formidable. C'est formidable pour la ville, c'est formidable parce que vous attirez des chercheurs, c'est formidable. C'est cette France qui avance. C'est cette France qui avance. Et pourquoi est-ce qu'elle avance? Elle avance parce qu'il y a une région qui participe financièrement, il y a l'État qui participe financièrement, parce qu'il y a le maire qui participe financièrement et qui aide à l'infrastructure. Oui, c'est ça la France qui avance, non, Robert Ménard? Puisqu'on parle sans arrêt de déclin de la France. C'est pour ça que mon camp doit retenir quelque chose. Si le chef de l'État gagne, si M. Macron gagne en 2017, c'est aussi parce qu'il incarne l'espoir. Vous ne pouvez pas être tout le temps des rabat-joie, tout le temps dire il n'y a rien. C'est pas vrai que la France elle est à genoux. Il y a des trucs incroyables. Et pour Geneviève, c'est une histoire fantastique. Ma ville, c'est une ville ouvrière, vous le savez. C'est une des rares villes ouvrières là. C'est une ville dont on disait elle est spéciale, elle a des ouvriers, elle a des techniciens, des ingénieurs, elle est dans la métallurgie, mais tout ça c'est passé. Tout ça c'est son passif, tout ça c'est un boulet. Et tu découvres aujourd'hui que ce passé-là, ce savoir-faire-là, il est formidable pour produire, vous l'avez dit, la technologie de demain. Je trouve que c'est incroyable. Il faut être optimiste, il faut donner de l'espoir aux gens. Et malheureusement, mon camp, il est tout le temps dans « on va mourir, c'est la catastrophe et tout ». Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des soucis, je ne cesse de le dire, mais il y a aussi une belle réussite. Et de vous à moi, M. Macron, il a raison de venir à Geneviève, il a raison de venir, y compris dans une ville comme la mienne. Robert Ménard, un mur va être construit à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. 180 km de murs. Est-ce une solution de construire des murs pour empêcher l'immigration? Je me souviens dans les livres, au Moyen-Âge, on construisait des châteaux forts. Aujourd'hui, on en est à construire des murs. Est-ce une solution? Vous avez dirigé Reporters sans frontières. Est-ce que vous pensez que les migrants seront arrêtés par des murs? Bien sûr que non, mais je suis le dernier à faire la leçon aux Polonais. Le dernier à leur dire ce qu'il faut faire parce que je n'aimerais pas être à leur place. Et en plus, juste permettez-moi un autre souvenir, sans remonter au Moyen-Âge, les mêmes qui aujourd'hui acceptent l'idée ou soutiennent l'idée du mur entre la Biélorussie et la Pologne, et je suis pour, c'est les mêmes, quand M. Trump proposé ou a commencé à faire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Est-ce que vous vous souvenez les mêmes ce qu'il disait? Je le dis pas pour dire que M. Trump est un modèle. Il n'est pas un modèle, mais sur ce point-là, sur ce mur-là, les mêmes qui aujourd'hui trouvent qu'on a raison en Europe le critiquent aux États-Unis. Robert Ménard, puisque vous prenez cet exemple, entre les Américains et les Mexicains, il y a un accord qui a été trouvé pour éviter justement de construire des murs. On arrête et on s'occupe de l'immigration au Mexique, attendez, à l'origine. Vous croyez qu'on va trouver un accord avec la Biélorussie? Enfin, vous savez ce que c'est, ce régime? Pas avec la Biélorussie, mais peut-être avec le Kurdistan, ou avec l'Irak, ou avec les pays d'origine de celles et ceux qui viennent attirés par les Biélorusses. Dans l'absolu, je suis d'accord. Aujourd'hui, je constate que personne n'empêche dans les pays d'origine de cette immigration les vols jusqu'à Minsk. Et je pense qu'aujourd'hui, les Polonais ont raison de se défendre parce que cette immigration-là, elle va les déstabiliser. Et je vous rassure, ou je vous inquiète, elle va déstabiliser nos propres pays. Oui, c'est notre affaire. Alors, à propos d'immigration, on parle beaucoup d'immigration sous l'angle identitaire. Moi, j'ai envie de vous parler un peu de l'immigration sous l'angle travail. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que la politique d'intégration est un investissement utile? Attendez, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait faire une immigration zéro. Je n'en crois pas. J'ai entendu ça, mais dans les débats, dans les débats LR, j'entends ça. J'entends ça. Il faut supprimer les étudiants étrangers. Il faut, le regroupement familial, c'est autre chose. Mais l'immigration travail, aucun ne parle d'immigration travail. Attendez, d'abord parce qu'elle n'est pas la majorité. Aujourd'hui, c'est l'immigration familiale qui est la majorité. Mais attendez, est-ce que vous m'avez entendu une fois
parler d'immigration zéro. Parler d'immigration zéro, c'est se moquer des gens, c'est se discréditer. C'est parce que vous savez pourquoi? C'est ruiner la parole politique, parce que personne ne le fera. Moi, je suis depuis des années contre l'immigration massive. Je me dis, il faut en gros une immigration choisie. Parlons d'immigration choisie, mais ne disons pas qu'on va réduire à zéro. Mais est-ce qu'on a besoin des immigrés économiquement? Dans un certain nombre de filières, à un certain nombre de moments, oui, mais il faut que ce soit le Parlement qui le décide. Enfin, attendez, ça existe au Canada. Le Canada, c'est pas un pays xénophobe. Il choisit. Vous êtes favorable à une immigration à point? À point, choisi, où on dit chaque année, on a besoin de tant d'immigrés qui savent faire telle chose, et on les reçoit. Attendez, aux États-Unis. Mais on les paie de la même manière. Attendez, bien sûr. Mais on leur donne les mêmes droits. Pardon, Attendez. parce que qu'est-ce que j'entends? Ils sont en règle, ils travaillent, ils paient des impôts, des charges sociales, oui, mais on leur supprime certaines aides pendant 5 ou 10 ans. Attendez, non, on confond pas. Moi, je suis pour que quelqu'un qui travaille ait le droit, le jour où il travaille pas, et dès qu'il travaille, aux allocations chômage. On parle pas de ça. On parle de toutes les aides qui n'ont rien à voir avec le travail. Aujourd'hui, vous arrivez en France, monsieur, vous arrivez en France, comme ça, immédiatement, vous touchez les allocations familiales, les allocations logement, un certain nombre d'aides qui n'ont rien à voir, avec le travail. Il y a tout un tas de... Mais si vous travaillez, vous devez pouvoir toucher les APL, par exemple, ou je ne sais pas. Oui, les allocations qui sont liées au travail. Celles qui ne sont pas liées au travail, il faut une période de latence. Attendez, mais en Europe du Nord, c'est le cas dans un certain nombre de pays. Personne ne trouve que le Danemark est une dictature xénophobe et raciste. Simplement, ils disent un truc de... Mais écoutez, c'est des choses de bon sens. Le bon sens, c'est de te dire, aujourd'hui, tu arrives en France, légalement, tu attends une période de latence avant d'avoir les mêmes droits que les Français. C'est pas montrer le doigt à les gens, c'est dire, oui, être français et pas français, c'est pas la même chose. Sinon, il faut donner la nationalité à tout le monde. Est-ce qu'il y a une tendance à les sous-payer, ces migrants qui sont légaux, qui ont tous leurs droits, et que l'on retrouve dans les mêmes quartiers, vous le savez, à Béziers. Jean-Jacques Bourdin, dans les quartiers les plus difficiles de ma ville, les gens qui sont les plus opposés à l'immigration massive, c'est les immigrés qui ont réussi, et Dieu sait que c'est difficile, il faut le dire, qui ont réussi à s'intégrer et qui sont menacés. Personne va prendre votre boulot ou le mien. Personne. En revanche, quand tu es dans un quartier à la Devèze où tu es épicier, si tu as un mec devant qui vend les mêmes produits comme ça dans la rue sans faire attention et qui vient et qui est en plus en situation irrégulière, je vous garantis qu'il vous menace. Alors il faut arrêter de dire l'immigration, les gens qui sont contre l'immigration, c'est d'abord des vieux réacs blancs et mâles. Bien sûr que non, c'est d'abord les plus faibles de nos sociétés qui sont concurrencés par l'immigration, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à payer moins cher. Robert Ménard, aujourd'hui, loi à l'Assemblée nationale, ça doit vous satisfaire. Harki, ce qu'on appelle la loi Harki, voulue par le président de la République. Bon, j'imagine que vous applaudissez. Pourquoi? Reconnaissance de la nation pour service rendu. Harkis, reconnaissance des Harkis pendant la guerre d'Algérie, responsabilité de la France et puis responsabilité de la France dans les conditions indignes de rapatriement des Harkis, avec aussi droit à réparation. Vous applaudissez? Je dis enfin dans la loi, on va inscrire ce que tout le monde sait. Est-ce que la loi va assez loin? Non, honnêtement. Exclure, je vous donne des exemples. Alors c'est vrai que ça va vite être un peu technique, mais exclure de cette loi les Harkis qui ont été emprisonnés en Algérie, qui sont arrivés après 75, c'est pas bien. Et puis, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire aussi de mémoire. Vous savez, il y a la reconnaissance dans la loi. Oui, attendez. Je veux que ça se traduise. Je souhaite. J'espère que ça se traduira dans les livres d'histoire, par exemple. Ce qu'on dit des Harkis dans les livres d'histoire encore, dans les livres pour nos enfants et tout, c'est pas possible. Je vous rappelle, attendez, moi je suis pied noir, vous le savez. Les Harkis, ils ont été, il faut le redire aux gens, ébouillantés, égorgés, empalés, brûlés vifs, enterrés vivants. Vous entendez les mots que j'emploie? C'est ça.
Ils ont été et parqués quand ils sont arrivés en France. Attendez, et dans des toits en tôle. Je suis arrivé à Brusque, dans l'Aveyron. Oui. Il faisait un hiver terrible. C'est l'hiver le plus terrible. Mais c'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui a échoué. Le mépris de Gaulle. On les a lâchés, on les a oubliés, on les a trahis. Je le dis, c'est amusant. Tout le monde, pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, tout le monde était gaulliste. On se souvient de l'indifférence de Gaulle au sort des harkis, de l'abandon de Gaulle par rapport aux harkis. Vous savez, s'ils sont revenus, c'est qu'il y a des militaires, des gens au-dessus d'eux, qui ont trahi les ordres et qui les ont pris avec eux, malgré les ordres. On leur doit une immense réparation. Honnêtement, c'est pas possible. Il faut trouver les mots, leur dire, leur parler au cœur. Robert Ménard, j'ai une dernière question quand même. Dans une lettre ouverte, 35 sociétés de journalistes expriment leurs plus vives inquiétudes après la multiplication de menaces et intimidations venues de l'extrême droite contre les journalistes. Vous condamnez? Mais attendez, bien sûr que je les condamne. Vous avez vu cela? Non, je n'avais plus vu ça. Bien sûr, s'il y a des abrutis d'extrême droite qui menacent la presse, c'est scandaleux. Il faudrait que les mêmes journalistes dénoncent avec la même rigueur toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Je connais assez, en étant le patron de Reporters sans frontières pendant des années, à quel point on peut être avec des haut le cœur à géométrie variable dans ce métier. Mais bien sûr, moi, je n'ai pas un état d'âme. La liberté de la presse, évidemment. Merci Robert Ménard d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.